Tu crois être intelligent? Non. Tu crois simplement être au-dessus des autres parce que tu réfléchis un peu plus vite ou parce qu'on t'a flatté. Mais l'intelligence n'a jamais été ce que tu crois. Elle se classe, elle se démasque, elle se juge. Et la plupart des gens échouent lamentablement parce qu'ils confondent brillance et profondeur, éloquence et domination, stratégie et impulsion. Il existe 7 niveaux d'intelligence, et tu es quelque part là-dedans, pas là où tu crois. Derrière chaque niveau, un masque, le comédien, le stratège, l'imitateur, le prophète, le disciple, le manipulateur, le maître invisible. Certains se croient éveillés alors qu'ils ne sont que des bouffons qui articulent des vérités sans en comprendre les lois. Et toi, as-tu déjà osé te regarder sans filtre? Écris en commentaire. Où penses-tu te situer et pourquoi? Reste jusqu'au bout. Ce que tu vas entendre peut déraciner ton ego ou révéler ta place véritable. Depuis l'Antiquité, l'intelligence n'a jamais été vue comme un simple quotient ou une capacité scolaire. Chez Platon, elle était liée à la vision du vrai. Chez Aristote, à la maîtrise des causes. Chez Machiavel, elle devenait une arme, un outil de contrôle, de lucidité froide, un moyen de survivre au milieu des fauves. Mais avec le temps, cette intelligence s'est affadie. L'époque moderne l'a diluée dans les diplômes, les opinions, les discours creux. On a confondu savoir et stratégie, mémoire et maîtrise. Les anciens parlaient de discernement, d'intelligence du réel, de lecture invisible du pouvoir. Aujourd'hui, l'intelligence est flattée, mais jamais éprouvée. Pourtant, dans l'ombre des textes oubliés, des penseurs comme Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard ou Spinoza la définissaient autrement, comme un art de la perception intérieure. Ce que tu vas entendre ne vient pas d'une école. Cela vient d'un autre monde, celui que peu d'esprits osent encore explorer sans masque. Le premier masque de l'intelligence, c'est l'éloquence vide. C'est celui qui sait parler, manier les mots, capter l'attention. Il fascine, il brille, il impose le silence par son assurance. Mais il ne comprend pas, il répète, il cite, il structure, il construit des phrases creuses, avec la forme de la vérité, mais sans sa substance. Derrière ce masque, l'intelligence est tournée vers le spectacle. Il ne cherche pas à transformer, mais à convaincre. Ce masque se nourrit d'admiration et d'écho. Il ne supporte pas le silence ou la contradiction profonde. L'éloquence vide est dangereuse, parce qu'elle donne l'illusion de la maîtrise. Elle est souvent confondue avec la sagesse. Et dans une époque de bruit, elle est applaudie. Pourtant, au fond, l'éloquent vide ne comprend ni les mécanismes qu'il énonce, ni les conséquences de ses mots. Il parle pour exister. Et plus il parle, plus il s'éloigne de la vérité. Son masque devient sa prison. Le deuxième masque de l'intelligence, c'est l'accumulation frénétique. C'est celui qui lit tout, apprend tout, collectionne les idées, les citations, les concepts. Il se pense supérieur parce qu'il sait plus que les autres. Mais son savoir est horizontal, jamais vertical. Il n'intègre pas, il empile, il vit dans la bibliothèque de sa mémoire sans jamais descendre dans les caves de son esprit. Ce masque séduit les esprits avides. Il rassure, il flatte l'ego intellectuel. Il donne une fausse impression de profondeur. Pourtant, cette intelligence est sans forme. Elle n'est ni opérante, ni stratégique. Elle ne tranche rien, ne transforme rien, ne construit rien. Elle ressemble à un grenier poussiéreux plein de livres non lus. Le vrai problème, c'est qu'il croit avoir compris parce qu'il a tout entendu. Mais il n'a rien digéré. Il vit dans le reflet des pensées d'autrui. Il est rempli, mais jamais fécond. Son masque est celui d'un érudit impuissant. Le troisième masque de l'intelligence, c'est l'ironie défensive. Celui qui critique tout, qui comprend les failles du monde mais ne propose rien. Il démonte les illusions des autres avec une lucidité froide, parfois brillante. Mais il reste au bord. Il regarde, il ricane, il juge. Ce masque cache une intelligence blessée, méfiante, repliée sur elle-même. Il voit clair, mais ne veut pas agir. Il préfère le sarcasme à l'engagement, le cynisme à la responsabilité. Il pense que dévoiler le faux suffit à être intelligent. Mais il ne construit aucune vérité.
Il détruit sans créer, il observe sans transformer. Il a peur de s'impliquer, peur d'avoir tort, peur d'échouer. Alors il se protège derrière l'ironie, comme d'autres se cachent derrière la foi ou la science. Ce masque est valorisé dans notre époque, désabusé. Il fait rire, il impressionne. Mais il trahit une fuite. L'ironie défensive est l'armure d'un esprit lucide, mais stérile. Le quatrième masque de l'intelligence, c'est l'adaptabilité servile. Celui qui sait s'ajuster, comprendre les règles, plaire à tous les codes. Il réussit, il s'intègre, il avance. Mais son intelligence est caméléon. Elle change de couleur, sans jamais révéler sa peau véritable. Ce masque séduit dans les sphères sociales, politiques, professionnelles. Il permet de survivre, de s'élever, de séduire. Mais il a un prix, la perte de l'identité. L'intelligence devient alors stratégie de survie. Elle n'exprime plus une vision, mais une capacité d'adaptation. L'individu devient une fonction. Ce masque est difficile à repérer, car il semble efficace, performant, admirable. Mais à l'intérieur, il n'y a plus de colonne vertébrale. Il n'y a que des calculs. Cette intelligence n'ose pas affronter le réel. Elle le contourne. Elle ne confronte pas. Elle évite. Et dans cette souplesse permanente, elle s'efface. Ce masque peut t'amener loin, mais jamais à toi-même. Le cinquième masque de l'intelligence, c'est la complexité inutile. Celui qui pense que plus c'est obscur, plus c'est profond. Il complique tout. Il parle en couches, en spirales, en concepts opaques. Il se croit subtil alors qu'il est confus. Ce masque est très répandu dans les milieux intellectuels, universitaires ou spirituels. Il donne l'impression d'une intelligence supérieure, mais il n'est souvent qu'une fuite devant la clarté, car dire simplement exige de comprendre profondément. Or, celui qui porte ce masque ne veut pas être compris. Il veut être admiré, respecté, redouté. Sa pensée est un labyrinthe sans centre. Il fuit la lumière sous prétexte de nuances. Il perd l'autre dans les méandres de ses phrases pour éviter d'être démasqué. Et souvent, il ne se comprend même plus lui-même. Il croit penser, mais il dissimule. Ce masque fabrique des maîtres de l'abstraction, mais des esclaves du réel. Et l'intelligence y devient un brouillard sacré. Le sixième masque de l'intelligence, c'est la stratégie froide. Celui qui ne parle pas beaucoup, qui calcule, qui prévoit, qui attend. Il comprend les jeux de pouvoir, les failles humaines, les leviers invisibles. Il avance masqué, justement. Ce type d'intelligence est redoutable, car elle ne cherche pas à briller, elle cherche à contrôler. Elle lit entre les lignes, elle devine les intentions, elle se protège des émotions, elle ne parle que pour orienter, jamais pour se dévoiler. Mais ce masque peut devenir une prison glaciale, car à force d'observer, de planifier, de manipuler, cette intelligence oublie la vie. Elle devient paranoïaque, méfiante, seule. Elle perd le goût du risque, la spontanéité, l'intensité. Tout devient calcul, tout devient distance. Et derrière ce masque, il y a parfois un être blessé, qui a transformé sa douleur en outil de domination. L'intelligence devient alors une armure brillante, mais vide de chaleur. Elle fascine, mais elle ne guérit pas. Elle contrôle, mais elle n'aime plus. Le septième masque de l'intelligence, c'est le silence actif, celui qu'on n'attend pas, celui qui ne parle presque jamais, mais qui voit tout. Il ne cherche ni reconnaissance, ni pouvoir, ni supériorité. Il observe, il intègre, il traverse. Ce masque n'est pas séduisant, il n'impressionne pas, il semble absent, mais derrière se cache une intelligence d'un autre ordre, une intelligence qui a dépassé le besoin d'être vue. Elle agit peu, mais chaque geste est tranchant. Elle parle rarement, mais chaque mot a du poids. Elle refuse les jeux sociaux, les joutes verbales, les postures intellectuelles. Elle préfère l'action invisible, la compréhension profonde, la transformation intérieure. Ce masque n'est porté que par ceux qui ont brûlé tous les autres, ceux qui n'ont plus besoin de rôle, plus besoin de masque. C'est l'intelligence qui a vu l'échec de toutes les autres formes d'intelligence et qui a choisi le réel, brut, nu, sans effet.
c'est l'intelligence nue, celle qui sait et qui se tait. Écris en commentaire lequel de ces masques t'a le plus ressemblé et pourquoi. Ce que tu crois être une pensée libre n'est souvent qu'un programme intérieur, bâti, pierre par ton histoire, tes blessures, ta culture et ton époque. Dans l'ombre de ton esprit s'élèvent des structures invisibles, des fondations mentales si anciennes que tu n'en vois plus les murs. Il est temps d'en cartographier les pièges silencieux. La première architecture invisible de la conscience, c'est le besoin d'avoir raison. Tu crois chercher la vérité, mais en réalité, tu veux gagner. Ce besoin est si profondément enraciné qu'il transforme chaque conversation en guerre, chaque désaccord en menace. Il ne s'agit plus de comprendre, mais de prouver que l'autre se trompe. Cette architecture se construit dès l'enfance, à travers les récompenses données à ceux qui donnent les bonnes réponses, à ceux qui ne doutent pas, à ceux qui brillent par la certitude. Et une fois adulte, tu continues à alimenter cette structure sans t'en rendre compte. Tu lis pour confirmer, tu écoutes pour répondre, tu analyses pour défendre ton image. Même dans la spiritualité ou la philosophie, ce besoin d'avoir raison contamine tout. Tu veux avoir la bonne interprétation, le bon angle, la vérité pure. Mais ce que tu cherches vraiment, c'est la supériorité morale. Cette architecture te piège, car elle verrouille l'accès au réel. Elle t'empêche de changer d'avis, de te déconstruire, de regarder tes erreurs comme des révélations. Elle transforme ton intelligence en outil d'autodéfense. Et tant que tu vis sous cette structure, tu resteras prisonnier d'un théâtre mental où tu es à la fois juge, acteur et spectateur. Ce besoin d'avoir raison n'est pas une preuve de force, c'est la preuve d'un ego qui refuse de s'effondrer pour mieux se reconstruire. L'intelligence véritable commence là où ce besoin meurt. La deuxième architecture invisible de la conscience, c'est la glorification de la complexité. Tu crois que ce qui est complexe est plus profond, plus noble, plus intelligent. Tu fuis la simplicité comme si elle était vulgaire. Mais en réalité, tu as peur de voir clair. Car voir clair oblige à agir. La complexité t'offre une protection. Tant que tu es noyé dans des théories, des angles multiples, des contradictions brillantes, tu n'as pas à choisir. Tu restes dans le flou confortable de la réflexion. Tu cites des penseurs, tu analyses les nuances, tu expliques que tout est relatif. Mais tu n'avances pas. Tu t'égares. Tu construis des palais mentaux avec des couloirs sans porte. Cette architecture t'enferme dans une illusion de profondeur. Elle flatte ton intelligence, mais elle neutralise ta volonté. Tu deviens un funambule de la pensée, incapable de poser le pied sur une terre ferme. Tu peux même te convaincre que cette errance est une forme d'humilité intellectuelle. Mais souvent, c'est une fuite. Une fuite devant la clarté, devant la décision, devant la responsabilité. Car la clarté oblige à faire un pas. Et faire un pas, c'est risquer de tomber. Cette architecture transforme ton esprit en labyrinthe. Elle t'empêche de distinguer l'essentiel de l'accessoire. Et plus tu crois penser avec finesse, plus tu t'éloignes du cœur brut de la vérité. La vraie intelligence simplifie sans trahir. Elle va droit. Elle tranche. Elle ne tourne pas en rond. Elle coupe dans la complexité pour libérer la vision. La troisième architecture invisible de la conscience, c'est la peur d'être vu tel que tu es. Tu peux avoir des idées brillantes, une logique solide, une compréhension fine du monde, mais tout cela est souvent façonné pour cacher une fragilité. Tu penses avec intensité parce que tu n'oses pas exister avec vulnérabilité. Ton intelligence devient un masque, une armure, une performance. Tu apprends à dire ce qu'il faut, à anticiper les attentes, à formuler des idées puissantes. Mais intérieurement, tu te protèges. Tu évites les zones où tu ne maîtrises pas. Tu crains d'être exposé, jugé, diminué. Cette architecture façonne une conscience défensive. Tu n'oses plus dire « je ne sais pas ». Tu n'oses plus poser de vraies questions. Tu préfères paraître solide que devenir vrai. Ton intelligence est domestiquée par la peur. Et cette peur agit dans l'ombre. Elle dirige tes choix, oriente tes lectures, filtre tes mots. Elle choisit ce que tu montres et ce que tu caches. Elle te pousse à construire des murs subtils autour de ton esprit.
et ces murs deviennent ton identité. Tu ne sais plus penser sans te protéger. Tu ne sais plus apprendre sans te comparer. Cette architecture t'empêche de plonger dans ton propre chaos. Pourtant, c'est dans ce chaos que naît l'intelligence véritable. Pas celle qui sait, mais celle qui affronte. Pas celle qui brille, mais celle qui traverse. Tant que tu vis sous le règne de cette peur, ton intelligence reste conditionnée. Ce n'est pas toi qui penses, c'est ton masque qui survit. La quatrième architecture invisible de la conscience, c'est l'obsession du sens immédiat. Tu veux comprendre tout, tout de suite. Tu refuses le mystère, tu refuses la lenteur. Tu veux que chaque pensée serve à quelque chose, que chaque idée te donne une clé. Et cette urgence te rend aveugle. Tu cherches dans les textes, dans les discours, dans les symboles, une lumière rapide, une vérité utile. Mais certaines vérités ne se donnent qu'à ceux qui savent attendre, à ceux qui savent rester dans l'obscurité sans paniquer. Cette architecture te pousse à instrumentaliser ton intelligence. Tu penses pour résoudre, pour obtenir, pour maîtriser. Mais tu ne contemples plus. Tu ne laisses plus une idée mûrir en toi. Tu la forces à te livrer une réponse. Tu veux des résultats. Tu veux des certitudes. Tu veux une structure mentale qui te rassure. Et dans cette quête de sens rapide, tu perds la profondeur. Tu deviens impatient, rigide, fermé. Tu refuses ce qui ne se plie pas à ton besoin de compréhension immédiate. Tu passes à côté de ce qui ne s'explique pas, mais se révèle. Cette architecture t'éloigne de l'intelligence contemplative, de l'intelligence silencieuse, de l'intelligence qui accepte de ne pas savoir. Et c'est là que se loge la sagesse. Ce n'est pas la pensée qui exige des réponses, qui devient sage. C'est celle qui ose rester dans la question. La cinquième architecture invisible de la conscience, c'est la fusion avec son intelligence. Tu crois que ce que tu penses, c'est ce que tu es. Tu ne fais plus de différence entre ta conscience et tes constructions mentales. Tu t'identifies à ton analyse, à ta logique, à ta vision du monde. Et dès que quelqu'un contredit tes idées, tu te sens attaqué dans ton être. Tu n'as plus de distance intérieure. Ton intelligence est devenue ton identité, et cela te rend fragile, car tu défends ta pensée comme on défend un territoire. Tu ne peux plus écouter vraiment, tu n'acceptes plus de te contredire, tu n'as plus la souplesse d'un esprit vivant. Cette architecture crée une rigidité intérieure dangereuse. Tu penses pour te maintenir en place, pas pour évoluer. Tu penses pour protéger ton image mentale, pas pour découvrir autre chose. Et chaque fois que tu es confronté à une pensée étrangère, tu te crispes, tu rationalises, tu cherches à détruire l'autre au lieu d'écouter ce que sa différence peut t'apprendre. Ce piège est subtil, car il donne l'impression d'être fort. Mais c'est une forteresse mentale qui t'isole. La véritable intelligence ne se prend pas pour la vérité. Elle est capable de se regarder, de se dissocier, de s'effondrer pour renaître. Penser sans s'identifier à sa pensée, voilà la clé de la conscience libre. La sixième architecture invisible de la conscience, c'est la recherche du miroir. Tu ne penses pas pour voir, tu penses pour être vu. Tu ne cherches pas la vérité, tu cherches à refléter une image de toi-même que tu crois acceptable, brillante, supérieure. Chaque idée devient une vitrine, chaque réflexion, une vitrine de ton identité. Tu dis ce que tu veux qu'on perçoive. Tu analyses pour que l'on dise de toi, il est intelligent. Tu construis une conscience décorative. Tu passes plus de temps à penser à ce que ta pensée va produire dans le regard de l'autre qu'à explorer ce qu'elle bouleverse en toi. Cette architecture est sociale. Elle s'est ancrée à travers les réseaux, les validations, les applaudissements. Tu finis par penser pour plaire, même subtilement. Tu choisis les lectures qui te valorisent, les arguments qui te positionnent, les idées qui te différencient. Mais tout cela est calibré. Tu ne descends plus au fond, tu restes en surface brillante. Tu crois être libre, mais tu es guidé par l'image de toi que tu veux entretenir. Et cette image te dévore. Elle te prive de l'inconfort nécessaire à toute croissance. Car la pensée réelle est sale, conflictuelle, instable. Elle oblige à mourir intérieurement. Mais ton miroir n'aime pas cela. Il veut te garder intact, poli, cohérent. Tant que tu cherches à penser pour paraître, tu ne penseras jamais pour devenir.
et il n'y aura pas de véritable transformation. Seulement un perfectionnement esthétique de ton illusion. La 7e architecture invisible de la conscience, c'est la peur de perdre le contrôle. Tu crois que ton intelligence doit tout encadrer, tout structurer, tout comprendre. Tu as peur du chaos, peur de ce qui échappe, peur de ce qui est plus vaste que toi. Alors tu bâtis une conscience surveillance. Tu observes tout, tu anticipes tout, tu interprètes tout. Tu refuses l'inconnu, l'imprévu, la faille. Cette architecture transforme ton intelligence en vigie permanente. Et cette vigilance te fatigue. Elle te prive de spontanéité, d'intuition, de lâcher prise. Elle coupe le lien avec l'essence vivante de la pensée, celle qui surgit quand tu ne la contrôles pas. Elle étouffe la grâce. Tu vis dans la peur de te tromper, de te perdre, de ne pas maîtriser. Et tu appelles cela lucidité. Mais en réalité, c'est une terreur masquée. Ce n'est pas ta conscience qui veille. C'est ton insécurité qui gouverne. Tu ne veux pas penser librement. Tu veux penser en sécurité. Cette architecture t'empêche de descendre dans l'abîme fertile où la pensée devient révélation. Car là, il n'y a plus de garantie. Il n'y a plus de plan. Il n'y a plus de repère. Il n'y a que le feu. Et ce feu, tu le redoutes. Pourtant, c'est lui qui brûle les fausses certitudes. C'est lui qui libère la conscience de sa propre prison. Écris en commentaire, laquelle de ces structures mentales dirige encore ton intelligence sans que tu ne t'en rendes compte. Détruire un conditionnement ne demande pas de le comprendre, mais de l'éroder par l'expérience. Ce que tu sais ne suffit plus. Il faut maintenant agir contre tes propres automatismes. Ces techniques ne cherchent pas à t'améliorer. Elles cherchent à t'ébranler. Car seule l'érosion du mental hérité peut ouvrir la voie à une intelligence souveraine. La première technique d'érosion du mental conditionné, c'est l'observation sans commentaire. Elle paraît simple, elle ne l'est pas. Elle consiste à regarder, ressentir, écouter, sans formuler de jugement intérieur. Tu entres dans une pièce, au lieu de dire « c'est beau » ou « c'est mal rangé », tu regardes sans penser. Tu écoutes quelqu'un parler. Au lieu de préparer ta réponse, tu le laisses résonner sans filtre. Tu regardes ton visage dans un miroir. Au lieu de l'évaluer, tu le contemples. Cette pratique brise la mécanique automatique du mental qui commente tout. Elle te montre à quel point tu es prisonnier de ton opinion sur tout ce que tu vois. Elle te confronte à un silence mental inconfortable, mais libérateur. Car tant que tu juges, tu n'apprends pas. Tu projettes, tu interviens, tu déformes. Cette technique crée un vide. Et dans ce vide, tu redécouvres la perception brute, nue, vivante. Tu remarques des détails que tu ne voyais jamais. Tu ressens sans interpréter. Tu existes sans performeur. Ce geste simple détruit une première couche, celle du mental bavard. Et plus tu pratiques, plus tu sens à quel point ce silence est une porte. Une porte vers une conscience plus vaste. Mais attention, l'ego résiste. Il veut commenter, comprendre, cataloguer. Retiens-toi, observe, respire. Laisse l'instant s'imposer à toi sans le couvrir de bruit intérieur. C'est dans ce silence que commence l'intelligence réelle. La deuxième technique d'érosion du mental conditionné, c'est l'inversion volontaire des réflexes. Tu identifies une pensée ou un comportement automatique, puis tu fais l'inverse. Si tu as l'habitude d'intervenir vite dans une discussion, tu te tais. Si tu juges souvent quelqu'un, tu cherches un angle de compréhension. Si tu évites un inconfort, tu vas vers lui. Ce n'est pas une discipline morale, c'est un sabotage stratégique. Tu attaques le programme mental par contradiction. Tu provoques un court-circuit dans tes automatismes. Et dans cette brèche, quelque chose d'inattendu surgit. Un choix libre. Tu n'obéis plus à ta structure. Tu la défies. Cette technique est violente pour l'ego, car elle le force à se voir. Elle t'oblige à regarder ta peur d'avoir tort, ton besoin d'avoir raison, ton impulsion à fuir. Mais plus tu t'y confrontes, plus la structure s'affaiblit. Tu reprends du territoire. Tu redeviens l'architecte, pas le prisonnier. Ce processus demande du courage, car il t'arrache au confort mental. Il t'expose. Mais il t'ouvre aussi à une lucidité nouvelle. Tu découvres que ton intelligence n'était pas libre, elle était dressée. Chaque inversion est une fracture dans ce dressage. Et derrière cette fracture, il y a toi, le vrai, nu, en mouvement,
en création, en transformation. C'est là que commence le feu de la conscience. La troisième technique d'érosion du mental conditionné, c'est la pause stratégique face à l'émotion. Quand une émotion te prend, colère, peur, frustration, tu ne réagis pas, tu te retires, tu n'agis pas, tu observes. Pas pour te calmer, pas pour te juger, mais pour cartographier ce qui s'active en toi. Cette pause n'est pas une fuite, c'est un acte de puissance. Elle t'empêche de tomber dans les anciens circuits. Car l'émotion est souvent le déclencheur du programme. Tu te mets en colère, tu répètes des phrases apprises, tu as peur, tu protèges ton image. Tu es frustré, tu accuses l'extérieur. Dans tous ces cas, tu ne penses pas, tu réagis, tu rejoues un scénario. Mais si tu poses une pause, tu déjoues le scénario. Tu crées une distance. Tu regardes la colère sans la nourrir. Tu accueilles la peur sans la fuir. Tu écoutes la frustration sans t'y noyer. Et cette distance te rend libre. Elle casse la chaîne. Tu n'es plus l'esclave de l'émotion. Tu deviens son témoin. Et ce témoin, c'est la conscience nue. Ce témoin voit tout. Il juge rien. Il agit juste. Cette technique te redonne la souveraineté sur toi-même. Elle ne t'endort pas. Elle t'éveille. Mais elle demande de la présence, de l'attention, de la fermeté. Elle exige que tu ne sois plus une marionnette de ton affect, que tu acceptes de perdre l'intensité immédiate pour retrouver la clarté intérieure. Cette pause est une épée. C'est elle qui tranche les chaînes invisibles du mental émotionnel. La quatrième technique d'érosion du mental conditionné, c'est la réduction volontaire des mots. Pendant une journée, tu parles moins, tu expliques moins, tu justifies moins, tu laisses des silences là où tu aurais parlé. Tu retires les phrases inutiles, les anecdotes automatiques, les avis que personne ne demande. Ce n'est pas du mutisme, c'est une rééducation de l'expression. Tu forces ton mental à ralentir. Tu observes ce qui reste quand tu ne parles pas pour exister, quand tu n'utilises plus la parole pour combler le vide. Tu ressens le besoin de parler, monter en toi, et tu le regardes sans l'honorer. Et là, tu découvres quelque chose de troublant. Le silence est un miroir. Il te confronte, il t'éclaire, il révèle l'agitation permanente de ton mental. Tu réalises combien tu te caches derrière les mots, combien ton langage te sert à éviter la conscience. Cette technique est rude pour les extravertis, mais elle est essentielle pour tous. Car parler tout le temps, c'est penser sans pause. Et penser sans pause, c'est s'empêcher de voir. La réduction volontaire des mots crée un vide fertile. Et dans ce vide, chaque mot retrouvé devient une lame, une parole claire, une pensée affûtée. Cette technique t'apprend à te taire avec autorité. Pas pour t'effacer, mais pour redevenir maître de ta voix intérieure. La cinquième technique d'érosion du mental conditionné, c'est l'écoute inversée. Tu choisis un sujet sur lequel tu es certain d'avoir raison et tu écoutes profondément l'argumentation opposée. Tu ne réfutes pas, tu ne prépares pas de réponse, tu accueilles, tu essaies sincèrement de comprendre. Cette pratique est une violence douce. Elle ne te demande pas d'abandonner ta vision, mais de la fissurer, de voir où elle devient défense, fierté, enfermement. L'écoute inversée casse la logique de guerre mentale. Elle te montre que derrière toute idée que tu combats, il y a une expérience humaine, une logique interne, un monde que tu refuses de visiter. Et tant que tu refuses, tu restes cloisonné. Cette technique ne cherche pas à te convaincre, elle cherche à t'ouvrir. Elle ne cherche pas à te changer, mais à t'agrandir. Elle te force à reconnaître que ton intelligence, aussi brillante soit-elle, est partielle, limitée, conditionnée. Et cette reconnaissance n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est elle qui te libère de l'arrogance mentale. C'est elle qui t'ouvre à une pensée plus vaste, plus humble, plus féconde. L'écoute inversée est un acte de puissance tranquille. C'est le choix de grandir au lieu de gagner, d'évoluer au lieu de dominer, d'aimer la vérité plus que ton image mentale. C'est dans cet espace que naît la conscience authentique. La sixième technique d'érosion du mental conditionné, c'est l'écriture sans filtre. Tu prends un cahier et tu écris ce qui te vient, brut, sans chercher à être profond, sans te corriger, sans vouloir te comprendre. Tu écris comme on crache un poison, comme on vide une tension.
tu laisses ta pensée se dévoiler dans sa forme la plus brute. Tu verras, très vite, ton mental voudra reprendre le contrôle. Il voudra structurer, censurer, formuler joliment. Ne l'écoute pas. Continue. Écris sans relire, sans t'arrêter. 10 minutes, 20 minutes. Plus tu écris, plus tu vas voir apparaître des phrases que tu n'assumes pas, des pensées que tu croyais avoir dépassées, des colères, des hontes, des désirs. C'est là que le travail commence, car cette écriture est un miroir de ce que tu refuses de penser consciemment. Elle déterre les sédiments. Elle expose les automatismes. Elle t'oblige à regarder ce que tu caches sous ta pensée brillante. Tu crois penser librement? Regarde ce que tu écris quand personne ne lit. Là, tu verras ta vérité. Et cette vérité est ton point de départ. Tu ne peux pas libérer une conscience que tu ne veux pas voir dans sa nudité. Cette technique est une saignée mentale. Elle ne te rend pas plus intelligent. Elle te rend plus réel. Et c'est dans ce réel que l'intelligence peut renaître. La 7e technique d'érosion du mental conditionné, c'est la confrontation au vide. Tu choisis un moment. Et tu t'assieds, sans téléphone, sans musique, sans livre, sans intention. Tu restes 10 minutes, 20, 1 heure. Tu ne médites pas, tu ne respires pas consciemment, tu ne fais rien. Tu t'exposes au vide. C'est brutal. Le mental hurle, il cherche une occupation. Il te bombarde d'images, de souvenirs, de projets. Il veut s'agiter, tu ne bouges pas, tu observes, tu laisses passer. Cette technique est une agression pour le mental conditionné, car il ne sait exister que dans le faire, le penser, le produire. Il est incapable d'être, et c'est précisément ce que tu lui imposes, l'être pur, sans justification, sans habillage. Ce vide agit comme un acide, il dissout les constructions mentales artificielles. Il révèle l'agitation permanente à laquelle tu t'étais habitué. Il te montre l'envers de ton intelligence, son incapacité à rester là, sans mission. Mais au fond de ce vide, quelque chose d'autre peut apparaître. Une lucidité nue, une clarté non construite, une conscience sans contenu. C'est là que tu vois ce que tu es, en dehors de ton activité mentale. C'est là que commence la vraie puissance, celle de l'intelligence qui ne dépend plus du bruit. C'est là que le silence devient ta force. Tu croyais peut-être que l'intelligence se mesurait en savoir, en raisonnement, en capacité à convaincre ou à s'adapter. Mais tu sais maintenant que ce n'est pas le cas. Tu as vu les masques. Tu as traversé les architectures. Tu as touché du doigt les mécanismes invisibles qui façonnent ta manière de penser, de réagir, d'interpréter le monde. Et peut-être as-tu compris que ce que tu appelais « toi » n'était qu'un programme, un ensemble de réflexes hérités, validés, renforcés par ton environnement. Et cela, Machiavel le savait déjà. Pour régner sur les autres, il faut d'abord démasquer ce qui règne en soi. Non pas le roi, mais l'automate. Ces techniques ne sont pas des outils de croissance, ce sont des armes de démolition. Elles ne cherchent pas à t'enrichir, mais à te dépouiller, à t'arracher à cette zone tiède où tu es capable de penser juste, sans jamais penser libre. Car la liberté mentale ne commence pas dans la connaissance, mais dans la rupture. La rupture avec les certitudes, avec les automatismes, avec les réflexes de confort. Et tu l'as vu, chaque couche arrachée fait mal. Chaque structure révélée fragilise ton image. Chaque mot, vrai, te fait perdre un peu de terrain, mais te rend plus réel. Tu n'as pas besoin de devenir plus intelligent. Tu dois devenir plus conscient, plus libre, plus tranchant. Et cela ne se fait pas par accumulation, mais par soustraction. C'est dans l'érosion que naît la forme nouvelle, dans la fissure que jaillit la lumière, dans le vide que se lève la voix silencieuse de la conscience. Alors, pose-toi une dernière question. Jusqu'à quel point es-tu prête à perdre ce que tu croyais être pour devenir ce que tu n'as jamais encore osé penser? Si cette vidéo t'a percuté, partage-la. Mais surtout, ne l'oublie pas, car les masques reviennent vite, et l'oubli est le plus ancien allié du mental conditionné.